Bonjour, merci en tout cas de m'avoir invité, Léonie aussi, waouh. Alors c'est vraiment un hasard que je viens d'inaugurer ce parc Rabat Chebab, qui est une oliverie située au sud de Marrakech, entre deux grands jardins historiques ancestraux, sur une superficie de 120 hectares. D'un seul coup, on se dit que c'est une forêt en fait. Et on n'est pas en périurbain, on est vraiment intramuros. On est dans la ville. Et le défi, c'était le sujet, enfin le maître d'ouvrage m'a dit voilà, vous avez 120 hectares d'oliviers, une trame d'olivier 10-10, tout simplement. Faites-moi un parc. Revalorisez-moi ce site. Donc, après, sans eau, sans rien, avec des ritalas. Alors, les ritalas, ce sont des galeries souterraines, mais elles se manifestent à la surface par des puits, par des trous à ciel ouvert. Aujourd'hui, en fait, ces trous sont complètement abandonnés. Donc, en fait, pendant le chantier, on tombait dans les trous. Enfin, c'était super dangereux. Donc, du coup, on les a inventoriés un par un sur tout le site. Et on l'a slalomé entre les arbres pour essayer de fabriquer un projet, en gros, avec un certain budget. Donc, on était limité dans beaucoup de choses. Alors moi, le défi, c'était déjà, on avait des vies, des mortalités, c'était de recréer de la biodiversité, parce qu'on n'avait que des oliviers. L'olivier, il produit, c'est une vocation agricole, sauf que là, on me demande de faire un parc urbain. Donc, je devais transformer une vocation agricole en une vocation d'agrément intra-urbaine. Donc, c'était un enjeu qui me renvoyait en fait au patrimoine de Marrakech, puisque les vieux jardins, l'Agdal et la Ménara, ils sont vers le sud de la ville, dans le sens d'écoulement des eaux de la nappe qui viennent de la fonte des neiges des montagnes, la chaîne de montagnes de l'Atlas dans le sud. La neige fond, et en fait, toute l'eau s'écoule gravitairement vers la ville. Et donc, dans le sud, c'est là que les jardins, au Xe siècle, VIe siècle, se sont créés. Donc, c'est là qu'on a les jardins de l'Agdal qui font... Je veux dire, on n'a même plus besoin de parler d'agriculture urbaine, de tous ces grands concepts qu'on développe aujourd'hui au XXIe siècle. C'est que, voilà, déjà au XIe siècle, à Marrakech, on avait la Médina, 500 hectares, et 450 hectares de jardins vergers pour nourrir la ville. Et 300 hectares à côté, qui était la Ménara, avec des grands bassins réservoirs, des systèmes d'irrigation, des chemins surélevés, des plantations en contrebas, donc tout le génie agricole qui s'exprimait. Et hydraulique. Voilà. Donc on était... et aujourd'hui, c'est un patrimoine, d'ailleurs, qui est classé UNESCO, qui fonctionne, mais qui reste du domaine du patrimoine. Voilà. On en parle moins comme une agriculture intra-urbaine, mais c'est comme un patrimoine ancestral. Voilà. On visite par un seul chemin, on rentre pas dans les vergers, donc on ne peut pas toucher. Et là, aujourd'hui, moi, je suis dans un projet plutôt contemporain, puisque c'est l'oliveraie Rabat Chebab, c'est une plantation d'oliviers qui date des années juste après l'indépendance. Donc c'était un geste patriotique qui avait été commandé par Feu Sa Majesté Hassan II. Rabat Chebab veut dire la forêt de la jeunesse. Donc en fait, c'était en commémoration à l'indépendance. Les jeunes Marocains ont planté en fait ces 11 000 oliviers. Donc c'est plus une mémoire de la ville. Un patrimoine agricole, oui, mais on n'a que des oliviers. Il n'y a rien d'autre qui a été planté. Donc, il y a une certaine pauvreté en termes de biodiversité. Et puis là, moi, j'ai trouvé un 20-30% de mortalité. Donc, déjà, l'oliveraie en elle-même, avec un arrosage qui se fait de manière traditionnelle. J'ai vu les lâchers d'eau, en fait, qui venaient du barrage, avec une canalisation qui reprenait les systèmes des CELIA. C'est les petites vidéos que vous avez vues, que j'ai pris pendant que je faisais mon chantier, en fait. Je vous ai envoyé. Et cette irrigation se fait vraiment par immersion. C'est le meilleur moyen d'arroser des fruitiers, c'est de les faire boire vraiment à leur soif. Donc, disons, on lâche de l'eau une fois par mois, et en fait, les 120 hectares sont arrosés chaque mois comme ça pendant toute l'année. Donc, on avait 12 lâchers, donc 6 pour chaque partie. C'est important de dire ça parce qu'aujourd'hui, voilà, ce projet a duré quelques années. Ça a été compliqué, ça a été un défi parce que on était plus dans de l'enrichissement écologique, j'allais dire, pour essayer de trouver comment permettre à ces 120 hectares d'espace plantés, vergers,
de continuer à garder cette vocation agricole tout en ayant une vocation horticole, j'allais dire. Donc on a une introduction d'une biodiversité assez intéressante. Donc ça, c'était intéressant pour moi de trouver des espèces forestières, des espèces endémiques, des espèces horticoles qui puissent résister à ce climat, cette sécheresse qui arrive. Donc nous, la sécheresse n'est pas nouvelle, hein, je veux dire, on travaille avec, donc dans tous nos projets, ça fait partie des enjeux. Mais évidemment, le maître d'ouvrage, lui, il veut des chemins, des aires des jeux, des équipements. Moi, c'était pas mon propos, c'était vraiment de donner accès à la population de Marrakech. Donc effectivement, il y a un réseau de chemins, enfin, c'est la strate urbaine. Aujourd'hui, voilà, je suis super contente. Les arbres qu'on a plantés, toute cette biodiversité, on a replanté d'autres fruitiers, des acacias, des arganiers, des caroubiers, plein de choses. Tout petits, aujourd'hui, ils ont grandi, ils font 2-3 mètres de plus, ils commencent à donner de l'ombre, il y a des choses qui sont en train de pousser au pied. Donc je me dis, tiens, il y a un petit pari qui a marché pendant le Covid. Il n'y a pas eu forcément vraiment d'entretien. Il y a entre la réception définitive des travaux, la passation pour l'entretien. Ça a été un test, c'est devenu en friche, un bazar total, mais les arbres tenaient. Je me dis, mon pari est gagné. Tant que mes arbres tiennent, tout le reste après, la strate basse, on peut planter autre chose, c'est pas un problème. Donc aujourd'hui, voilà, c'est comme vraiment au hasard, mardi dernier, je l'ai inauguré, enfin voilà, en grande pompe. Et donc, alors je l'ai inauguré et je vois le ministère de l'Agriculture qui arrive et qui me dit fièrement, regardez Madame Benani, voilà notre projet pour la forêt. On va tout réhabiliter, tout ce réseau d'arrosage là par immersion, c'est terminé. On va mettre 240 km de goutte à goutte, ça va économiser 40%. On va diminuer la pression sur la nappe. Ben oui, il n'y a plus d'eau dans le barrage, on n'a plus d'eau qui arrive, donc il faut trouver les moyens d'économiser. Donc c'est ce qui a été un peu le maître mot de cette inauguration. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage hydrographique, hydraulique, culturel, ancestral, agricole, enfin, et ce défi d'avoir une agriculture dans la ville qui soit ouverte au public. Donc, voilà, c'est un questionnement que je me suis posé d'un seul coup, qui m'est revenu en plein visage, et qui est la réalité du pays aujourd'hui. C'est qu'on on doit faire face à ce changement climatique, et surtout à cet appauvrissement de nos ressources en eau. C'est le grand sujet, le grand défi de tous nos projets aujourd'hui. Et justement, Mounia, peux-tu nous raconter en quoi ce système des Futama permet de résoudre ou pas une partie des problématiques de la sécheresse en ville, puisque depuis, il y a 1000 ans, en tout cas, il a permis de construire la cité historique. Est-ce que tu penses qu'il a sa place aujourd'hui dans les parcs contemporains ou dans uniquement la restauration, pour une question plus muséale ou pédagogique? Comment tu envisages cet héritage dans ta pratique de paysagiste et de conceptrice? C'est vrai que j'aurais rêvé restaurer les rtalas qui sont déjà dans le parc. Mais bon, c'est déjà bien, on les a inventoriés, on a inventorié les puits. Alors c'est vrai qu'on nous dit, voilà, on va diminuer la pression sur la nappe phréatique. C'est vrai, j'avoue que goutte à goutte, ben oui. Mais goutte à goutte, l'eau vient d'où? Va venir des eaux traitées. Puis je suis là, je dis, mais vous pouvez injecter ça dans les rtalas, je sais pas, moi, on passe par sous la terre comme avant. Ah oui, pourquoi pas, mais en fait, il faut juste y penser, c'est tout. C'est-à-dire qu'on pourrait réactiver ce réseau. Marrakech est dessinée comme ça. Elle est un peu en biais, elle est orientée dans le sens d'écoulement, et puis tout est souterrain, les murailles sont dessinées dans le sens de pente, les jardins, les chemins, le dédale dans la Médina, donc tout suit ce réseau en dessous. Et pourquoi il est souterrain? C'est justement qu'il est protégé de l'évaporation, du soleil. Donc, déjà au XIe siècle, on pensait déjà à ça. Donc je me dis, il a complètement sa place, en plus il existe. On marche, mais on a en fait. Donc c'est juste qu'il faut le réalimenter, non plus par l'eau des fonds des neiges, mais par une autre source d'eau. Et c'est vrai qu'à Marrakech, les premières stations d'épuration, elles ont été faites à Marrakech pour arroser les golfs. Donc aujourd'hui, on pourrait les utiliser pour arroser autre chose. Et effectivement, dans ce projet-là, ils vont doter cette forêt pour c'est le premier projet urbain, du coup, qui va être arrosé, dont l'eau livrée va être arrosée par les eaux traitées d'Astès. Mais comment?
d'une manière industrielle, contemporaine. Voilà, c'est-à-dire on fait des bâches à eau, on stocke, on traite, et puis on envoie ça dans des canalisations, et on envoie dans les tuyauteries. Mais on pourrait très bien imaginer restaurer des crétals. Ça, c'est vraiment une question de volonté, d'image, mais c'est tout à fait faisable. Est-ce que tu penses que, au regard de cette expérience réussie et qui ouvre les yeux, peut-être t'as ouvert les yeux et ouvre les yeux de ta maîtrise d'ouvrage, est-ce que tu penses que c'est quelque chose à défendre politiquement, qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire? Parce que ce que tu nous disais aussi quand on a préparé toute cette expo, c'est que bon, la sécheresse atteint un peu son apogée en ce moment, que Marrakech a été une des premières villes à arrêter l'arrosage des jardins, l'arrosage automatique. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des solutions d'urgence et une prise de conscience politique et une action structurante à l'échelle des territoires et des villes aussi grandes que Marrakech pour faire face à ce sujet de l'assèchement? C'est un grand débat, on est en plein dedans. Florence pourra aussi partager avec moi. C'est vrai que les projets dont on a démarré en 2008-2009, on ne les pense plus du tout aujourd'hui de la même manière en 2022. C'est vrai que Rabat, rien que mon livre, les photos que j'ai prises en 2017, elles ont changé. Il y a un grand débat aujourd'hui politique. On est encore, voilà, je parle de la ville paysage, la ville jardin. Il y a cette notion aussi d'image valorisante de la vie de jardin. Et en fait, au Maroc, on est encore sur cette image de ville verte, chlorophyllienne. Donc, c'est très compliqué d'accepter la nature, en fait. La nature telle qu'elle est. Et moi, je vois ma capitale, on était dans des vallées avec des espèces endémiques qui séchaient en hiver, donc un paysage plutôt marron, plutôt jaune. Du coup, on a arraché tout ça, on a planté du gazon. Et quand j'en parle, on me dit, vous m'embêtez avec des histoires d'eau, c'est arrosé avec de l'eau traitée. Donc, et là, on se rend compte cette année, ils se sont rendus compte que c'est pas une bonne politique en termes d'image, et qu'il faut aujourd'hui revenir vers des plantes endémiques, qui résistent à la sécheresse, etc. Chose qu'on fait depuis longtemps, mais au niveau des décideurs, c'est encore toute une mentalité à accepter. Donc en fait, il faut, nous, maîtrise d'œuvre, s'appuyer sur ce qui se fait dans des villes exemplaires. Je parle beaucoup de Barcelone, enfin des villes qui ont des climats similaires, en disant regardez, laissez les prairies, les graminées pousser, laissez le jaune, c'est très bien. Le vert n'est pas de la chlorophylle, et puis ne taillez pas vos arbres, donnez de l'ombre. On est encore aujourd'hui au Maroc dans la taille des arbres à la française, c'est un héritage colonial qui perpétue cette image de modernité. Donc la modernité est aussi une image qu'on a continué un peu tête baissée à reproduire. Donc il y a toute une vision en fait de cette idée de la ville idéale qui, mon travail est là en fait à chaque projet. Je fais beaucoup de conférences, des choses, je viens pour raconter ça. Que le beau, on parle d'esthétique, c'est-à-dire qu'on ne parle plus que de résilience, d'écologie, biologie, tout ça c'est bien, mais eux ils veulent vendre du visuel, du beau, et il faut qu'on concilie en fait un discours qui arrange les politiques avec des enjeux écologiques et climatiques qui sont durables. Moi, j'avais une question par rapport à la palmeraie. En fait, on a choisi dans cette expo de parler de l'arbre, du dattier, justement, qui était un peu comment celui qui domine l'oasis et qui protège aussi et qui en même temps permet d'avoir toute une végétation luxuriante autour, de créer un écosystème et qui était un peu aussi ressources pour faire des cultures nourricières qui étaient dans cette palmeraie. En fait, donc c'était un jardin avec ses arbres et en même temps un verger et en même temps nourricier et donc un peu agricole. Et là, ça l'est plus en fait. Et du coup, par rapport aux pratiques agricoles qui sont aux alentours ou à d'autres endroits, dans des espaces qui pourraient être un petit peu les mêmes, est-ce qu'il y a des choses qui se développent dans ce domaine-là, qui sont intéressantes au Maroc pour la gestion de ces terres agricoles et ces écosystèmes oasis? Est-ce que c'est un petit peu travaillé aussi des leçons aussi à donner sur ces choses-là? C'est vrai que
Marrakech, bon, c'est vraiment la ville oasienne par excellence. On a vraiment la Palmeraie qui ceinture, enfin, ce sont les vergers nourriciers en fait qui alimentent la ville. Donc, on a les jardins clos qui sont les Agdal, la Ménara, et ensuite on a les jardins nourriciers extramuros qui sont à l'extérieur du tissu urbain. Ils continuent à produire, on continue à avoir des parcelles maraîchères qui sont irriguées par des systèmes traditionnels en fait. On a encore les Sidia, on n'a plus les Rtala, mais il y a du pompage de la nappe phréatique. Du coup, c'est ce qui remplace. Mais on a encore ce système de complémentarité des strates hautes, des strates moyennes et des strates maraîchères qui est perpétué aujourd'hui par les agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose heureusement qui est encore là et un savoir-faire qui est ancré. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de permaculture, d'agriculture raisonnée, mais ça fait partie des traditions. Et aujourd'hui, comme ça devient un peu médiatique, on redonne la place à ces agriculteurs et on leur redonne la place en ville, en fait, dans les milieux urbains. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on apprend plein de choses et réapprennent par leurs parents, en fait, les bonnes pratiques agroécologiques qui ne sont pas à apprendre, hein, puisqu'ils les avaient déjà. Donc, de choisir effectivement de l'acier, ensuite on va choisir les agrumes, les grenadiers, les autres, le mûrier, qui sont des arbres un peu plus grands en fait, et ensuite on vient dans les petites strates basses, et ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est vrai que voilà, il y a une des photos que tu as montrées avec la chaîne de l'Atlas et ces strates. On continue. Maintenant, c'est vraiment la ressource en eau, puisque l'eau ne vient plus en fond des neiges, enfin si, puisqu'elle vient de la nappe phréatique. Mais après, dans d'autres villes, c'est des vrais enjeux de continuer à faire vivre cette agriculture périurbaine en milieu urbain, puisque c'est pas une priorité, ça devient un peu secondaire. Voilà. Donc il y a un enjeu. On est dedans, on est dans cette réflexion de comment intégrer cette agriculture en ville en fait. C'est des débats qui sont en cours aujourd'hui. On est en plein. Cette image de l'agriculture n'est pas forcément, elle fait pas partie de la ville. C'est l'extérieur. C'est vrai que l'Agdal, il est un petit peu, ce grand jardin, il est un peu à la croisée entre le réseau hydrographique, le jardin nourricier et le jardin patrimoine. Ouais. Non, là, Marrakech, pour le coup, enfin, en tout cas, Rabat Shabab, ce projet sur lequel j'ai travaillé, on est dans ce double patrimoine. C'est le premier vraiment que je vois complètement agro, horticole, et là, l'enjeu, c'est de voir comment il va évoluer. C'est-à-dire que on a d'un seul coup parce que on sait pas, c'est qu'un olivier, voilà, il y a la période de récolte qui va se faire bientôt. Et en fait, quand ils récoltent, c'est un appel d'offres où ils vont consulter en fait des entreprises les mieux disantes pour récolter les olives, qui n'ont rien à voir avec des entreprises d'entretien. Donc ils viennent avec leur matériel et puis ils s'en foutent de ce qui existe, hein, donc les plantations qu'on a sous les arbres. Donc il y a une récolte qui se fait et ils sortent. Et à côté, on a des gens qui vont se balader dans le parc. Donc c'est quelque chose de nouveau. La commune n'a jamais vécu ça encore. Et ils savent même pas comment on gère, comment faire pour que cela fonctionne. Donc c'est vraiment complètement expérimental. Mais du coup, ça me fait penser qu'on a travaillé ensemble sur aussi un ancien verger à Rabat. Ouais. Et c'est vrai on s'est retrouvés donc à faire un projet de quartier sur un ancien verger de mandariniers et d'avocatiers. Et c'est vrai qu'on est venu et on a proposé de conserver une partie de ces parcelles en l'état, notamment dans l'enceinte du parc, hein, puisqu'on avait un grand parc central qui faisait 20 hectares hein, à peu près, qui était assez grand. Et on a aussi proposé de garder des grands coupe-vent, des grands arbres coupe-vent qui protégeaient les parcelles. Et c'est vrai que c'était nouveau pour eux. Ils s'attendaient pas à ce qu'on leur propose de garder cette trame et de s'intégrer dans cette trame paysagère existante. Et aussi de profiter des arbres fruitiers existants pour déjà faire exister un parc constitué. Ouais, c'est vrai que du coup là c'est une deuxième fois où tu. Ouais. Et là pour le coup c'est vrai que ça c'est le projet de Rabat de Dar es Salaam qui est aujourd'hui sublime. C'est-à-dire à chaque fois que j'en parle ou qu'on en parle, les gens me disent ah oui vous avez réussi à faire ça.
ça les surprend effectivement qu'on ait utilisé cette trame agricole pour fabriquer du tissu urbain. Oui, et puis pour protéger Et, aussi, ouais, protéger l'habitat contre les exactement. vents, enfin, voilà, et aussi oui, contre la sécheresse. Enfin, Là, c'est vrai que là, l'enjeu, il est double. C'est ça qui, surtout qu'on n'a pas séparé en fait la fonction agricole de la fonction d'agrément. Tout est combiné. On n'a pas une parcelle clôturée où on va venir j'ai récolté les oliviers ou arroser par immersion ou avoir voilà, de la gestion agricole. C'est qu'on va faire de la gestion agricole avec la gestion d'un parc forestier. Et là, moi, je me questionne. Donc, c'est vraiment. Par contre, la commune réalise pas du tout cet enjeu, ce double enjeu d'usage de cet oliveraie, en fait, qui devient un parc et pas une oliverie. Et donc sur Casablanca aussi, vous avez travaillé sur un parc qui est de grande ampleur aussi. oui, alors c'est oui, alors c'est un autre contexte, hein, puisqu'il s'agissait d'aménager un ancien aéroport. Hein. Donc on était vraiment sur une plaine, j'allais dire, voilà, aride. Et en même temps, le climat de Casablanca, je pense que moi je connais pas Marrakech, hein, mais le climat de Casablanca, ça n'a rien à voir. On est en bord d'océan, donc on est plutôt sur une atmosphère plutôt fraîche. Enfin voilà, on a pas mal de fraîcheur, avec après des contraintes qui sont plutôt liées justement au vent, à la salinité, justement pour l'arrosage. C'est vrai que du coup, Mounia dit, on est habitué à travailler avec la sécheresse, et c'est vrai que moi, française, enfin quand je suis arrivée au Maroc et que on a commencé avec Michel à travailler, finalement, j'ai pas ressenti, justement vis-à-vis des décideurs, j'ai pas ressenti cette nécessité de faire attention à l'eau. Non, il fallait, on en parlait tout à l'heure, hein, il fallait les grandes étendues vertes, bien vertes, et c'est vrai que on s'est pas mal heurté à ces volontés-là d'avoir un jardin très, très vert, très luxuriant. Et voilà. Et du coup, donc effectivement, ouais, Casablanca, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte, mais plus urbain, effectivement. Et là, vous rentrez complètement dans la trame vie de paysage, justement, la trame coloniale qui était de ceinture verte. Voilà, l'idée, effectivement, pour ce parc, qui était quand même un grand parc public destiné à l'ensemble des publics. L'idée, c'était effectivement de quand même constituer un vrai îlot de fraîcheur avec énormément de plantations. Donc ça a été notre premier geste, hein, qui était de planter l'ensemble du site, qui était complètement dégagé, et ensuite de garder des grandes perspectives à l'intérieur du parc, et notamment garder la mémoire de cette piste d'atterrissage de cet ancien aéroport qui est un aéroport qui a une histoire, hein, puisque c'était un des lieux de l'aéropostale, effectivement. Et donc effectivement, on a travaillé sur ces plantations pour créer ces îlots de fraîcheur dans ce parc-là. Je sais pas, Mounia, si tu veux dire un mot. Non, c'est vrai que là, on est à Casablanca, d'ailleurs, on comparait à Central Park. Hein, au début, oui. C'est vrai que 40 hectares, enfin, à terme. 60, ouais. C'est énorme, c'est la plus grande réserve, on va dire, c'est le plus grand parc qu'on aurait au Maroc, intramuros, donc c'est quand même. Non, du coup, je vais te dépasser avec les 120 hectares de livret. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un enjeu, c'est un défi. Mais encore une fois, nous, on était là dans une constitution d'un écosystème en plantant des arbres. C'était vraiment le défi qui avait été mené à la base. Et aujourd'hui, voilà, les arbres sont là, ils poussent. On est super contents quand on voit les arbres. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette image, cette vision du vert qui est nécessaire pour faire beau, pour faire attractif. Donc plutôt que les graminées, on va choisir des plantes qui fleurissent ou qui voilà, donc c'est tout cette identité paysagère qu'on a à construire. Parce que c'est vrai qu'on est encore dans la tradition du jardin traditionnel marocain,
qui est un jardin clos, intime, où on a la petite bruissement de l'eau, où l'eau est toujours là, avec les plantes parfumées. On n'est pas du tout dans cette échelle de jardin. Donc ça, c'est quelque chose, ou sinon dans du verger, voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais le parc public urbain en soi, c'est une invention française du début du protectorat. Donc aujourd'hui, ça a un siècle. Je dis, c'est bon, c'est du patrimoine. On a pu classer ces jardins du protectorat enfin patrimoine national, patrimoine mondial même pour Rabat. Donc c'est un grand pas. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi notre identité, l'espace public, c'est quoi l'espace public urbain, comment on le conçoit au Maroc. Ça a changé. Il faut changer les référents, c'est ça en fait. Le défi, c'est de changer cette image en fait, cette vision de la ville contemporaine. Est-ce que tu peux nous raconter comment ils vivent ces parcs modernes, comment les usages s'installent, les usages de la jeunesse marocaine, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les Marocains aussi gagneraient à se poser la question de comment vivre aussi le jardin de façon différente? Est-ce que cette image de la modernité par le jardin est totalement placable depuis la France jusqu'au Maroc aujourd'hui, ou est-ce que du coup justement il y a une espèce de modernité à réinventer qui mélange les cultures urbaines marocaines des villes que tu t'occupes et des paysages qui par contre seraient adaptés aux climats locaux? Parce que c'est vrai que du coup dans la conception d'un parc urbain tel qu'on l'a fait en France, tel que nous aussi à l'agence Terre, on l'a défini beaucoup, la question d'un grand sol vert, polyvalent, capable, comme les grandes pelouses de la ville, comme les grandes pelouses des Bouches-du-Mont, où les gens peuvent s'asseoir, s'installer, les grandes perspectives, le rapport à l'échelle d'un lieu, c'est aussi des choses qui proviennent d'une culture de l'espace public, d'une histoire humaine, qui est française, qui est certainement très adaptable aussi au Maroc, mais est-ce que du coup, dans un contexte de tension climatique, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour réinterroger aussi notre perception de la modernité par les usages de l'espace public et des nouveaux paysages plus adaptés? Reste question, merci carrément, parce que moi aussi je cherche, donc je teste à droite à gauche. Quand je suis contente d'avoir planté des arbres, fabriqué des petits espaces intimes, on me dit « Oh, Madame Benani, dans vos petits jardins, là, j'ai des amoureux. » Ça ne marche pas du tout. J'ai mis plein de bancs, comme ça, il n'y a pas d'amoureux. Ah bah mince, je les avais fait pour eux. Bah oui, parce que la jeunesse marocaine, il y a quand même il y a une vie qu'ils ne peuvent pas avoir dans l'espace de chez eux. Donc le jardin est fait pour cette jeunesse. Donc il faut faire avec, avec les traditions, avec les usages, les coutumes. Donc c'est pas aussi forcément évident. Donc on jongle, on crée des espaces, mais après les espaces ouverts, évidemment, les grandes pelouses, et les Zahra, nous on a cette tradition marocaine qui est s'asseoir, manger sous les arbres, et ça fait partie de notre tradition ancestrale. Donc évidemment, quand on demande des morceaux de pelouse, c'est parce qu'on sait qu'il y a cette tradition. Sauf qu'aujourd'hui, quand on plante du gazon à Rabat, on dit interdit d'usage, pelouse interdite. Donc je me dis, entre tradition et modernité, ah ben génial, si vous mettez du gazon, au moins laissez les gens venir s'allonger comme on a toujours eu l'habitude, et pas l'interdire. Donc il y a des télescopages comme ça d'enjeux qui sont en train de chemin, mais c'est vrai que ces grands débats de comment on dessine un parc public aujourd'hui, moi je parle pas d'espace public, mais vraiment de parc, de jardin, comment on dessine. Moi j'ai appris ça de Versailles, de la culture européenne, avec les tracés, les continuités, les perspectives dans les grands. Je continue à travailler là-dessus, mais en essayant d'injecter de l'intimité d'usage spatial qui rappelle en fait les jardins un peu plus intimes pour qu'on puisse s'approprier les lieux de façon intuitive. Voilà, c'est un peu mon enjeu. L'eau, je ne peux pas en avoir toujours parce qu'il n'y a pas forcément d'eau, donc je passe par planter des arbres, c'est ce qui donne de l'intimité, qui crée des micro-espaces, des micro-jardins dans des grands espaces, sans oublier mes perspectives
Steve Nobel, etc. Bon, il marche. Hein. Mais la jeunesse s'approprie très bien les espaces. Casa, ils sont super contents de skate, ils se baladent, ils font du sport. Ouais, c'est vrai que c'est une échelle nouvelle pour eux, hein. Ces grands parcs urbains, c'est vraiment très nouveau parce qu'il y a la tradition des jardins plus petits, fermés. Là, on est sur un grand parc ouvert avec beaucoup d'attractivité, beaucoup d'activités. Et je sais qu'effectivement, ils organisent aussi des concerts à l'intérieur. Enfin bon, voilà, il y a cette dynamique-là. Alors avec ton parc de Marrakech, finalement, il y a vraiment sur la question du vivant, le végétal, l'eau qui sont mis en avant. Là, à Casablanca, les usages et les humains. Et dans vivant, est-ce que ça peut servir ce mot ville vivante justement pour toi? Parce que il y a aussi toute cette biodiversité là sur la ville de Lille. On a déployé un sujet autour de la faune, des bêtes de la ville, de la petite faune et de toute cette biodiversité. Et l'observatoire de biodiversité qui est en train de se mettre en place. Et donc, sur ce sujet-là, du coup, est-ce que tu as pu bosser sur un projet En fait, quand j'ai travaillé sur le livret, en fait, l'idée c'était de reconstituer déjà les écosystèmes de la région de Marrakech, à titre, parce que ça pousserait, que ça serait autonome, et que ça pourrait vivre et durer sans l'aide de personne, en gros. Vu les contraintes d'eau et climat, en fait, qui est très sec et de plus en plus chaud. Et donc, je suis allée fouiller sur toutes les espèces qui poussent un peu spontanément sur les flancs de l'Atlas, dans les grands oueds, les grandes plaines arides du sud. Et donc, j'ai introduit comme ça, j'ai cherché, donc on a créé plein d'alliages floristiques, en fait, faunistiques, pour pouvoir reconstituer des écosystèmes dans les grands vides de l'Olivret. Ça, à la rigueur, je veux dire, c'était mon travail de paysagisme, mais personne ne s'est préoccupé de ce volet-là, sauf qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on a des arbres et qu'on enrichit de cette biodiversité, qu'on permet à cette forêt de survivre, en fait, en recréant des microclimats qui n'existaient pas juste avec l'olivier tout seul, espacé tous les 10 mètres, donc il ne se passait rien entre. Donc ça, c'était vraiment réintroduire une autre biodiversité pour la rendre plus, je ne pas ce mot résiliente, mais qui puisse un peu vivre à long terme seule sans nous humains. Alors ce qui était assez drôle, c'était vraiment une anecdote. Le jour d'inauguration, comme il y avait de la friche, ils ont fait table rase de tout. Ils ont fauché 120 hectares. Je suis rentrée, je dis, elle est où l'herbe? En fait, ils ont tout rasé pour que ça soit propre. Donc il y a la notion du propre, c'est-à-dire le jardin, c'est pas un truc où il y a plein de mauvais arbres qui poussent. Ça, c'est pas digne d'un espace urbain aménagé, géré. Donc l'entretien veut dire tout propre. Alors moi je dis non, vous savez, quand il y aura les premières petites pluies là en décembre, laissez-moi la petite herbe pousser et vous faucherez. Ah ok, mais pourquoi? Parce que en laissant cette petite herbe, vous allez protéger plus le sol, ramener de l'humidité, des petits animaux, des plantes qui vont faire mais c'est pas beau en fait. Pour eux, si c'est pas une espèce plantée horticole, bien taillée, bien tondue, c'est pas à l'image de l'espace urbain. Voilà. Donc c'est vraiment des questions. C'est des questions qui se posent évidemment aussi en France. Ouais. On est dans un espace qui témoigne bien la place de la friche dans notre conception du vivant en ville et qu'on n'a pas forcément, on sait que tout le monde n'est pas en phase avec cette... Est-ce que du coup, l'exemple de Marrakech, toi tu vois des échos dans le reste du monde, est-ce que tu penses à des villes qui, elles, auraient... peut-être des villes méditerranéennes ou pas, ou des villes sèches qui auraient résolu, qui auraient eu des expérimentations intéressantes à retenir, qui pourraient servir aux villes marocaines. Et est-ce que, par exemple, toi, Florence, sur tes projets plus français, les expériences marocaines t'ont servi et t'ont ouvert les yeux sur certains enjeux, etc. C'était pour vous. Oui.
Oui, alors c'est vrai que la végétation, moi j'ai découvert la végétation méditerranéenne en commençant à travailler au Maroc avec Mounia. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise aussi en France, quoi. C'est ce que, effectivement, et je travaille à Rennes, je sais qu'il y a des essences que j'ai connues au Maroc et que je propose du coup de planter. À cause du réchauffement, et puis aussi parce qu'on a on a certains projets qui sont sur dalle, avec des substrats allégés, enfin, voilà, très, très drainants. Donc on est dans des conditions aussi sur dalle, on expérimente des conditions extrêmes. Et effectivement, tu parlais des herbes qu'il faut mettre au pied des arbres. Effectivement, on travaille avec un paillage au pied des arbres, une végétation. Effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est que la végétation qui est au pied de ces arbres, c'est aussi un atout c'est déterminant pour la croissance de cet arbre. Du coup, ça me faisait penser aussi au substrat, parce qu'il y a aussi la question du substrat, qui est très, comme on parle des arbres, c'est aussi très important. Et je me souviens que à Casablanca ou même à Dar es Salaam, on avait lutté pour avoir une fosse de plantation qui fasse plus que 1 mètre cube. Enfin, c'était assez compliqué. Florence, tu peux expliquer ce que c'est qu'un substrat, une fosse de Oui, plantation? alors, donc un substrat, c'est au moment de la plantation de l'arbre, c'est la terre végétale ou autre, effectivement, le matériau qu'on installe dans la fosse de plantation, autour de l'arbre. Hein, donc, effectivement, on creuse un trou. En général, on est autour de 10 mètres cubes, 15 mètres cubes. Hein. On remplit ce trou de ce substrat, de cette terre végétale, et on plante l'arbre. Et c'est effectivement créer les conditions les meilleures pour la reprise de cet arbre qui a été transplanté, hein, qui vient souvent d'une pépinière, la reprise et le développement de cet arbre. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que effectivement l'eau est importante pour la croissance de l'arbre, mais aussi et surtout la qualité du substrat qui sera mis en œuvre. Et du coup, je voulais demander à Mounia, voilà, quelles sont ses expériences au Maroc effectivement sur les différents substrats, la qualité du substrat, la taille des fosses de plantation mises en œuvre. Oui, bah, Florence, c'est vrai, parce que là, j'ai un autre projet ailleurs, mais plus sur le littoral. Voilà, nos 6 mètres cubes, on creuse 50 cm et c'est tout. Voilà, le maître d'ouvrage, il ne se préoccupe pas, en fait, de ce qu'il y a sous le sol. Et ça, on se bat encore là-dessus. On se bat vraiment encore pour privilégier des bonnes fosses de plantation, un bon mélange, vraiment avec... ça, c'est très compliqué. C'est parce que c'est un coût. C'est sûr que la terre végétale amendée est coûteuse et le fait de creuser 5 mètres cubes ou 3 mètres cubes, c'est plus cher qu'un mètre cube. Donc, c'est des coûts, c'est pas grave. Si c'est sous l'arbre, ça se voit pas. Pas besoin de... Voilà, c'est des coûts dont on se passerait bien. Donc, on se bat quand même encore aujourd'hui à défendre une fosse d'arbre digne de ce nom avec sa qualité de substrat. Mais on y arrive petit à petit. Et vous avez des expériences de mise en culture de terre, justement? C'est des choses, nous, qu'on voit à l'agence, qu'on expérimente beaucoup à l'agence, c'est-à-dire, effectivement, pas aller chercher de la terre végétale dans un champ, mais être sur place, sur site, et, mettre en culture la terre, créer des pépinières de terre pour que, petit à petit, ces terres qui peuvent être inertes ou à moitié inertes puissent petit à petit devenir des terres actives et propices au développement des plantations. C'est vrai que j'ai jamais entendu parler de pépinière de terre, mais on le fait intuitivement. Mais en fait, oui, on reprend tous les décapages de surface, voilà, les fameux 10-20 cm des réseaux pour faire les voiries, on les stocke. Alors évidemment, on leur dit les hauteurs de stockage, on demande les tests, les analyses de sol pour voir un peu le taux de matière organique, et puis les amendements, les analyses après. Alors ça, c'est des choses qui sont lourdes, mais on le fait. Vraiment, c'est ce qu'on fait pour éviter d'aller chercher la terre loin. Ça se fait de plus en plus, heureusement d'ailleurs. C'est 2 questions de compréhension.
moi je découvre un peu le sujet. Je suis pas sûr d'avoir bien compris comment dire, la stratégie hydraulique que tu as décrite. C'est-à-dire, on passe d'un système où l'alimentation se fait par ruissellement depuis les montagnes. Il y a un enjeu qui est de ne plus solliciter les nappes. Et donc, la municipalité dit on va arroser avec de l'eau qui aura été assainie. Mais cette eau, elle a été prélevée avant d'être assainie. Donc ça, je suis désolé, je n'ai pas compris. Je suis peut-être le seul, mais voilà, je veux bien. Et la deuxième question, sur le contexte programmatique de cette commande, donc un parc de 120 hectares, waouh! Qu'est-ce qui accompagne cette création? Est-ce que c'est juste un programme de création de parc, ou est-ce que c'est la création d'un parc dans le cadre d'un projet d'urbanisation et donc d'artificialisation des sols massif? Merci, Monia. Oui. Bon, pour la première question, il n'y a pas eu d'études du tout là-dessus. Alors, en maîtrise d'œuvre, j'ai été moi et moi-même. Hein. Donc, c'est un peu dur de tout faire, hein, d'être écologue, biologiste, un bureau d'études spécialisé en plein de choses. J'avais mon bureau d'études VRD et basta, et moi. Donc, c'est ça le problème aussi, c'est qu'en maîtrise d'œuvre, je reviens un peu aussi sur la deuxième question, on est seul. Moi, quand je vois les projets agence terre, bureau d'études, accompagnement, je dis waouh, j'aimerais bien avoir un hydraulicien spécialisé RTALA, un agroécologue. Alors qu'il y en a, hein. Moi, j'ai demandé à un moment dans un projet d'avoir une enseignante en agroécologie qui fait de la permaculture, mais c'est de l'agroécologie simple, qui m'a appris en fait ces complémentarités de végétaux et de comprendre la moindre petite herbe folle qui pousse au sol et son avantage et pourquoi elle est là et de quoi elle se nourrit. Et en fait, mais ça, c'est pas le maître d'ouvrage qui me l'a demandé. Donc, c'est aussi cette maîtrise d'œuvre qui doit être pluridisciplinaire. Pour la deuxième question, alors, la commande du maître d'ouvrage, ça a été projet, le projet s'appelle projet je vais vous l'intituler, vous allez voir ce que c'est. C'était un appel d'offres, hein, donc j'ai répondu à un concours, un appel d'offres sur offre de prix moins 10 ans. Donc, on demande un paysagiste, un architecte et un bureau d'études VRD. Voilà. Au final, on a travaillé que moi et le bureau d'études VRD puisqu'il n'y a pas eu de construction. Donc l'architecte, bon, il a dit merci, au revoir. Et puis, donc, le projet, c'était projet de valorisation, projet d'aménagement et de valorisation de Rabat Shabab à Marrakech. Valoriser, aménager, bon, restaurer, je sais plus, bref, enfin, j'ai rien à restaurer, c'est des oliviers, donc ils sont là. Au contraire, je suis contente qu'ils soient là, je vais essayer de les garder, de faire en sorte qu'ils continuent à vivre, à boire et à être cultivés, mais pas de programme. Non, c'est moi qui ai essayé. Alors, c'est faire des chemins piétons. Ah, ok, d'accord, en sol stabilisé, évidemment. On va pas introduire de béton. On va essayer d'être le plus intégré dans le site naturel de l'Olivré, tout en bois, en pierre, en briques. Enfin, ça, c'est moi maîtrise d'œuvre. Hein, mais on m'a pas posé j'avais pas de cahier des charges. Donc, après, non, surtout pas de minéralisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 120 hectares, ils sont juste dans la partie sud de la ville. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans mon livre, dans les plans des années 20 de Prost, qui est le premier plan d'aménagement de la ville de Marrakech, il y avait une zone en Andificandie qui était ces 120 hectares. Et pourquoi? Parce que Forestier, à l'époque, disait pour continuer à avoir l'admirable panorama sur la chaîne de l'Atlas, ne construisons pas tous les terrains situés au sud. Donc, bingo, dans les années 50, ça a été planté en Olivré. Donc, intuitivement, le plan d'aménagement où il n'y avait rien, c'était une zone non constructible, a été classé non constructible et ça s'est transformé en Olivré. Tant mieux. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un parc qui ne sera jamais construit. On n'est vraiment pas du tout dans cette urbanisation, changement de nature du sol. Au contraire. Donc, ça, c'est vraiment une réserve vraiment extraordinaire. Et c'est le contenu, c'est-à-dire dedans, aujourd'hui, on a des chemins piétons, on a des parcours vélos, cyclables, piétons, faire du sport, du mobilier. C'est vraiment un aménagement minimaliste où le travail était vraiment surtout de dépolluer le site qui était complètement pollué. On avait des décharges à l'intérieur, donc on a excavé des sols pour ramener de la bonne terre, pour planter. Donc c'est pour ça que nos arbres sont super contents.
j'ai réintroduit de l'acacia gumifera, des plantes forestières marocaines. Donc j'étais entre l'agroécologie, enfin voilà, intuitif. Hein. Donc j'ai mélangé l'arganier, le caroubier, avec du jacaranda, du chinus. Donc j'étais dans des espaces mélangés. Certaines poussent vite, d'autres moins vite. Certaines vont avoir un grand enracinement, vont protéger. Donc en fait, on l'a fait juste par observation, par connaissance des espèces qui pourront tenir et se marier ensemble. Donc c'est vraiment, on revient au système oasien sans être dans la production. Puisque là, l'objectif n'est pas de produire, mais plutôt de donner de la masse végétale et de donner de l'écosystème et de la biodiversité. Alors pour l'Irtala, l'arrosage se fait par 3 puits qui existaient, qui permettaient d'arroser. On les a restaurés et on a installé un réseau de goutte à goutte, pour être très simple, qui arrose les plantes qu'on a nouvellement plantées, donc tous ces arbres, etc. Et que le projet aujourd'hui du ministère de l'Agriculture est de dire, aujourd'hui on a des eaux épurées, qui viennent des eaux de l'urbanisation en fait, qui sont traitées dans une steppe, qui vont être, dont une partie va être dédiée à l'arrosage et des 11 000 oliviers et des nouvelles plantations qu'on a faites. C'est une première, c'est-à-dire d'utiliser des eaux recyclées pour un arrosage urbain et agricole urbain. Sinon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'utilisait pour les golfs et pour un usage agricole périurbain. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais l'Irtala ne fonctionne plus, on n'a plus d'eau. Moi, ce que je disais, c'est que ça serait bien de pouvoir redynamiser cet ancien réseau souterrain en injectant cette eau traitée dans le réseau souterrain. C'était un peu, c'est ce que voilà, c'est plutôt un souhait, un désir, oui. Oui, c'est dans ce souhait qu'on a voulu montrer dans ce petit film, effectivement, que finalement dans ce projet, c'est entre guillemets la découverte des Kétala, qui était quand même un système extrêmement intéressant et qui est pas repris là, mais qui questionne. En fait. Voilà. C'est vrai qu'en introduction, c'était peut-être pas assez clair, effectivement. Mais ça tombe juste au moment, effectivement, où il y a quand même une prise de conscience de la ville qui essaie de recycler son eau pour l'arrosage, pour conserver l'arrosage dans les parcs. Mais alors, la question, c'est après, le jour où on ne pourra plus tout arroser, pour conserver l'eau sous la terre ou avoir des systèmes, c'est là où effectivement tu as besoin d'aide sur ces projets-là pour être de plus en plus exemplaire au fil de tes projets, quoi. En fait, ça évolue. Oui, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué parce que dans ce parc, c'est faire vivre les oliviers, priorité, puisque c'est une production alimentaire. Mais à la base, ils auraient pu planter autre chose que de l'olivier, sauf que c'était l'olivier, symbole, etc., de paix. Bon, voilà. Il y a une dimension aussi métaphysique de l'arbre en lui-même, mais ça aurait pu être autre chose. Ils avaient pu planter de l'acacia gumifera, d'autres espèces endémiques qui ne sont pas des plantes nourrissantes, elles auraient été plus résilientes au sens, elles n'auraient pas besoin d'autant d'eau et d'accompagnement à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Généralement, dans la vidéo, on voit surtout cet aspect de nature en ville, cet aspect de l'arbre, de l'oliveraie et aussi du système d'arrosage. Mais généralement, parce que c'est ça ce qu'on veut dire, on parle de la nature, on parle de la ville vivante. Et on ne rentre pas énormément dans le détail du projet. Du coup, ma question, est-ce que dans le projet, il y avait des cheminements, est-ce qu'il y avait des agrès, des bancs, est-ce qu'il y avait beaucoup de plantations qui étaient faites? Parce que ce qu'on voit généralement dans les images, des oliviers, là tout à l'heure, tu as évoqué le caroubier, l'acanier et le chinus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous décrire plutôt un peu dans le détail du projet? Parce que là, on voit que l'olivier, donc voilà. Merci beaucoup. Toujours dans la même question, est-ce qu'il y avait aussi une pensée à l'agriculture urbaine et que ce parc joue un peu de rôle, à la fois parc et aussi faire le lien entre l'agriculture urbaine et son aspect de verger? Alors, pour faire court, le parc était un parc donc aménagé classiquement avec des chemins, des agrès, des bancs en bois, en pierre, des agrès sportifs en bois, une signalétique, et c'est vraiment le minimum. Hein.
Mais bon, nous, on a slalomé entre les arbres pour aller tracer les chemins piétons. C'est un projet qui ne s'est pas fait en plan masse, qui s'est fait sur le terrain. Ça, c'est la grosse différence. On était sur le terrain, non, là, ils sont un peu trop serrés les arbres. Là, j'ai du vide, là, j'ai un trou, attention, j'ai une rta là. Et donc, on a dessiné le projet sur le terrain. Ça, c'était vraiment bien. Pour la gestion, mon maître d'ouvrage c'est pas lui qui gérait les oliviers. Donc la question agricole n'est pas du tout une question qui a été abordée. C'est juste moi qui l'ai soulevée. Parce que j'ai vu la commune, pendant que je faisais les travaux, qui arrosait ou qui récoltait les oliviers. Je dis, attendez, vous allez continuer à récolter les oliviers, comment vous allez faire pour gérer le parc et l'entretien, la sécurité du piéton, etc. Donc ça, c'est des vraies questions. Maintenant, on attend de voir. Tout l'objet de cette exposition, pour conclure, c'est ces questions. C'est-à-dire qu'on s'est dit, effectivement, ville vivante, toutes les villes de notre planète vont être obligées de le devenir à un moment donné, pour un sujet ou pour un autre, pour une question de vulnérabilité de la ville, pour une question de changement climatique, pour une question d'esthétique pour certaines ou d'autres, mais souvent pour des questions un peu vitales. Donc toutes les villes vont changer. Et nous, on s'est dit, on prend des villes sur lesquelles on questionne où elles en sont, quels sont les basculements et quelles sont les questions que nous, on se pose dans nos projets au quotidien. Et donc, les réponses ne sont pas toutes données, en fait. C'est vraiment un tenté sur certaines villes où on pose des questions qui, en fait, sont des questions qui peuvent faire résonance sur toutes les villes de la planète. On sait que ce changement climatique, c'est quelque chose, qu'au Maroc, on est au niveau continental dans un climat qui va remonter. On ne sait pas comment celui-ci va devenir non plus. Et ça, c'est des questions qui sont posées pour énormément de villes sur notre globe. Donc c'est un peu le sujet de cette expo, c'est de se poser ces questions. Et finalement, pas obligatoirement de montrer des projets qui seraient très exemplaires ou qui seraient la meilleure ville qui a fait ceci ou cela. Et se dire que de toute façon, tout ça va être exploratoire. Voilà. Donc il est l'heure de clôturer cette conférence. Merci à tous et merci à l'École d'architecture et de paysage de tenir ce cycle avec le WAU. Et puis le prochain rendez-vous, je crois que c'est le 22 octobre. On a une conférence aussi samedi prochain. Ah oui, samedi prochain. Qui est moins directement en lien avec l'expo, mais qui est en lien avec des sujets qui nous concernent tous, qui parlent de la Terre, de la Terre crue notamment, sur le rôle de la Terre crue. Il aura lieu aussi à 17h samedi prochain. Et puis le samedi suivant, ce sera une conférence plus autour de la question de l'eau avec les villes notamment de Liège, de Toulouse, et Groningen. Voilà. Samedi jusqu'au 6 novembre, il y a des conférences comme de ici. N'hésitez pas à nous suivre pour être informés. Merci beaucoup.